Je m'appelle Brooke Roberts. J'ai 31 ans et je vis dans un petit appartement en centre-ville où la lumière du matin caresse les fenêtres d'une façon idéale et où les montagnes au loin semblent si proches qu'on pourrait les toucher. Mais pendant longtemps, j'ai eu une toute autre vision des choses. Celle de l'horizon plat de l'Ohio, des mêmes rues que j'ai parcourues depuis l'enfance et d'une famille qui ne me voyait jamais vraiment à leur côté. Je me souviens encore du moment précis où j'ai compris que j'étais invisible à leurs yeux. J'avais 24 ans et j'étais assise à la table de la cuisine de notre maison près de Dayton, celle avec la porte moustiquaire qui grinçait et l'odeur de café qui imprégnait les murs. Ma mère venait de raccrocher après avoir parlé à mon frère Caleb. Elle s'est tournée vers moi avec un doux sourire fier qu'elle ne réservait qu'à lui. « Il a encore bouclé une grosse affaire aujourd'hui », a-t-elle dit comme si c'était vital. Mon père a hoché la tête depuis sa chaise, les yeux rivés sur le journal. « C'est notre garçon. » J'avais passé les 6 mois précédents à sauver leur épicerie, le marché Roberts, de la faillite. J'avais renoncé à un contrat de freelance de 40 000 $ avec une chaîne régionale parce que la voix de ma mère s'était brisée lorsqu'elle m'avait appelée, suppliante. « On est en train de tout perdre, Brooke. S'il te plaît. » Alors, j'ai fait ce que je faisais toujours. J'ai pris les choses en main. J'ai annulé le contrat, je suis rentrée chez moi quelque temps. J'ai monté un plan marketing à partir de rien. Des spots radio locaux, des prospectus dans toutes les boîtes aux lettres, les premiers posts maladroits sur les réseaux sociaux qui, pourtant, ont fonctionné. J'ai négocié avec les fournisseurs jusqu'à en avoir la gorge enrouée. J'ai reconquis les clients, j'ai réduit les coûts sans lésiner sur la qualité. La fréquentation a doublé. Le chiffre d'affaires a grimpé en flèche. On a remboursé le plus gros de la dette. Et quand ce fut fait, ils ont confié les rênes à Caleb. Il a le sens des affaires, a dit ma mère, les yeux brillants. Un avocat sait comment gérer les choses correctement. Mon père a baissé les yeux et a murmuré, c'est mieux ainsi. Caleb a ajusté sa cravate et m'a souri comme on sourit à quelqu'un qui vous a donné un outil que vous n'aviez pas demandé. Tu t'en es bien sorti, Brooke. D'accord. J'avais sacrifié mon avenir à leur héritage et ils trouvaient ça normal. J'ai accepté. J'ai toujours accepté. Je me disais que si je travaillais plus dur, si je restais plus discrète, si je réparais davantage, il finirait par me regarder comme il le regardait lui. Alors, j'ai continué à venir. Réapprovisionner les rayons à minuit, mettre à jour les annonces sur mon ordinateur portable dans l'arrière-boutique, tandis que la plaque nominative de Caleb brillait sur la porte du gérant, attendant le jour où ma mère dirait « Tu nous as sauvés ». Ou celui où mon père poserait sa main sur mon épaule au lieu de celle de Caleb. Ce jour n'est jamais venu. Les années ont passé ainsi. Des efforts silencieux, une douleur silencieuse, un espoir silencieux. Puis Caleb s'est fiancé à Madison et mes parents ont décidé que le mariage serait parfait. Ils ne m'ont pas demandé si j'avais le temps. Ils ne m'ont pas demandé si j'avais l'argent. Ils attendaient simplement que je m'en charge. J'ai dit oui. J'ai puisé dans toutes mes économies, 10 000 $, pour payer les acomptes de la salle, du traiteur, du photographe, des fleurs. J'ai passé des semaines au téléphone, à faire la navette entre Dayton et les villes voisines, à peaufiner chaque détail. J'ai choisi un menu simple mais raffiné, poulet rôti, ail, purée de pommes de terre, salade d'été, des choses abordables sans avoir à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. J'ai trouvé un groupe local prêt à jouer pour un prix inférieur à celui des grands noms que Caleb voulait. J'ai marchandé avec les fleuristes jusqu'à ce qu'ils acceptent des roses classiques au lieu des fleurs rares que Madison avait épinglées sur son tableau d'inspiration. Je me suis dit que c'était ma chance. Si je parvenais à leur offrir le mariage de leurs rêves, peut-être, juste peut-être, verraient-ils de quoi j'étais capable. Peut-être que ma mère me regarderait avec autre chose que des attentes. Peut-être que mon père prononcerait mon nom sans ajouter, mais je me suis trompée. Plus le mariage approchait, plus les exigences de Caleb se faisaient sentir. Un quatuor à cordes de Cincinnati, des orchidées importées, du champagne millésimé, un photographe qui avait jadis photographié la fille d'un sénateur. Chaque demande était un coup dur. J'expliquais le budget. Mon budget était déjà très serré. Je lui ai rappelé que je finançais la moitié de toute ma poche. Il a levé les yeux au ciel. Tu cherches toujours à faire des économies de bout de chandelle, Brooke. Allez, fais-le. Ma mère a siroté son café et a ajouté, c'est son jour. Ne le gâche pas. Mon père a tourné une page de son journal. Ne gâche pas tout pour ton frère. J'ai continué.
Des nuits blanches à répondre aux emails, à modifier le plan de table, à confirmer les livraisons, à voir mes économies fondre comme neige au soleil tout en me disant que ça en vaudrait la peine, jusqu'à la veille du mariage. Nous étions assis autour de la table à manger dans la vieille maison. L'air était lourd, le rôti que ma mère avait préparé restait intact. Caleb s'est adossé, les yeux rivés sur son téléphone. Madison picorait dans son assiette. Mes parents le regardaient comme s'il était encore le garçon parfait. Il a levé les yeux. Il faut qu'on améliore le menu. Des queues de homard, ce champagne de Napa, et qu'on engage le photographe de Columbus, celui qui couvre les événements du gouverneur. J'ai posé ma fourchette lentement. Caleb, je ne peux pas. J'ai déjà tout payé. La salle, le groupe, les fleurs. Il ne reste plus un sou. Il ricana. Tu es radine. C'est mon mariage. Le verre de ma mère se brisa sur la table. Il a raison. Pourquoi es-tu si égoïste? La voix de mon père était basse. Ne gâche pas tout. J'essayais de respirer. J'ai dépensé 10 000 $ de mes propres économies. Le budget est épuisé. Du homard et un photographe à 3 000 $, c'est impossible. Caleb eut un sourire narquois. Alors peut-être devrais-tu te désintéresser complètement. Ma mère se pencha en avant, le regard glacial. Tu sais quoi, Brooke? Le plus beau cadeau que tu puisses faire à ton frère le jour de son mariage, c'est de ne pas être là. Un silence de mort s'installa. Personne ne bougea. Personne ne parla. Madison fixait son assiette. Mon père détourna le regard. Je sentis ces mots me transpercer comme de la glace. Après tout ce qu'ils avaient fait, le magasin, les soirées, l'argent, l'espoir, ils voulaient que je parte. Je me levai. Ma chaise racla le sol. Je ramassai mes clés. Le bruit métallique résonna dans le silence. Ma mère m'appela. Ne fais pas d'esclandre. Je ne répondis pas. Je sortis. La porte se referma derrière moi, sèchement, définitivement. Dehors, la nuit de l'Ohio était fraîche et calme. Je montai dans ma voiture, serrai le volant et, pour la première fois depuis des années, je ne pleurais pas. Je démarrai le moteur. Quelque chose en moi avait déjà pris sa décision. Demain, ils comprendraient enfin ce que ça fait de ne plus porter leur fardeau. Je m'éloignai de cette table, fenêtres ouvertes, laissant l'air frais de la nuit s'engouffrer et emporter l'écho des paroles de ma mère. Le plus beau cadeau, c'est de ne pas être là. Il ne me demandait pas seulement de ne pas venir au mariage. Il me disait que j'étais le grain de sable dans leur engrenage. L'élément qu'il fallait éliminer pour que tout le reste puisse briller. Je ne pleurais pas cette nuit-là. Je ne criais pas. Je roulais simplement sur les routes familières autour de Dayton jusqu'à ce que les lumières se brouillent. Puis je me garai sur le parking du petit café où Ryan et moi avions l'habitude de nous retrouver quand j'avais besoin de respirer. C'était fermé, mais l'enseigne au néon brillait encore faiblement. Assise sur le trottoir, les clés sur les genoux, je fixais le vide. Pour la première fois, l'espoir auquel je m'accrochais, celui qui disait « Si j'en fais assez, ils finiront par me voir », s'est fissuré et m'a révélé ce qui se cachait dessous. L'épuisement. Une fatigue viscérale, fruit d'années passées à réparer, à me sacrifier, à me taire pour qu'il puisse continuer à faire semblant que tout allait bien. Ryan m'a envoyé un texto vers minuit. « Ça va ?» J'ai répondu « Non, mais j'en ai assez de faire semblant. » Il n'a pas demandé de détails. Il a juste écrit « Passe si tu as besoin. Le canapé est à toi. » Je n'y suis pas allée. J'avais besoin d'être seule avec la décision qui se formait en moi, silencieuse et certaine. Le lendemain matin, jour de mon mariage, je me suis réveillée dans mon petit appartement de location en périphérie de la ville. La lumière du soleil filtrait à travers les stores en très net. Mon téléphone vibrait déjà d'appels et de messages manqués. Ma mère, mon père, Caleb, même Madison, bien que sa seule réponse ait été un hésitant « Tu viens », je n'ai répondu à personne. J'ai plutôt ouvert mon application bancaire. 10 000 $ de mes économies avaient été déposés sur des comptes que j'avais obtenus de haute lutte. Des dépôts qui étaient désormais mon seul moyen de pression. J'ai commencé par le traiteur. Une femme calme a répondu. Je lui ai expliqué que je devais annuler toute la commande et demander le remboursement de mon acompte, moins les frais non remboursables. Elle a marqué une pause, perplexe. Mais l'événement a lieu aujourd'hui. Je sais.
ai-je dit. J'ai ensuite contacté le fleuriste. Plus de roses, plus de centres de table, remboursement effectué, puis le groupe de musique. Ils avaient déjà encaissé le chèque, mais je leur ai expliqué la situation. Une urgence familiale, des différends irréconciliables. Ils ont accepté un remboursement partiel après que j'ai promis de prendre en charge tous leurs frais directs. À midi, la majeure partie de mon argent était de retour sur mon compte. La réception aurait bien lieu. La salle était louée. Les invités arriveraient, mais aucun plat ne les attendrait sur les chauffe-plats. Pas de bouquet sur les tables. Pas de musique pour combler le silence entre les vœux. Je ne l'ai pas fait par méchanceté. Je l'ai fait parce qu'ils avaient enfin compris que ma présence était le problème. Alors, je l'ai complètement supprimé. Tous mes efforts financiers, tous mes compromis tardifs pour préserver leurs rêves. Si je n'étais pas la bienvenue, la version de moi qui s'efforçait de trouver sa place à leur table ne l'était pas non plus. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Les messages vocaux s'accumulaient. La voix de ma mère, stridente et tremblante. « Brooke, qu'as-tu fait ? Tout s'écroule. Tu as gâché la journée de ton frère. » Mon père, plus froid que jamais, « C'est impardonnable. Tu es une honte. » Caleb a publié un message sur le forum communautaire de Dayton, un espace où les voisins bavardent de tout et de rien, des chiens perdus aux collectes de fonds pour l'école. Son titre, « Ma sœur a saboté mon mariage ». Le message était long et venimeux. Il m'a dépeinte comme jalouse, rancunière, déséquilibrée. Il a prétendu que j'avais délibérément gâché le jour le plus important de sa vie parce que je ne supportais pas de le voir heureux. Les commentaires ont afflué. Des gens que je connaissais depuis le lycée. Des clients du magasin. De vieux amis de la famille. C'est horrible. Tellement égoïste. Certaines personnes ne supportent pas de voir les autres réussir. Ma mère a répondu sous son vrai nom. Elle a toujours été une source de problèmes. J'ai tout lu, assise à ma table de cuisine. Mon café avait refroidi. J'ai eu un pincement au cœur, non pas de culpabilité, mais d'une douleur plus vive. La reconnaissance. C'était l'histoire qu'il racontait toujours sur moi quand je ne me conformais pas aux règles. La difficile. Celle qui ne rentrait pas dans le moule. J'aurais pu me connecter. J'aurais pu publier la vérité. Comment j'avais financé la moitié du mariage. Comment j'avais passé des années à sauver leur magasin. Comment ils m'avaient dit de disparaître la veille. Mais qu'est-ce que ça aurait changé? Ils déformaient la réalité. Ils le faisaient toujours. Alors, j'ai fermé l'ordinateur portable. Ryan est passé cet après-midi-là. Il n'a pas frappé. J'ai simplement utilisé la clé de secours que je lui avais donnée il y a des années. Il m'a trouvé sur le canapé, le regard fixé sur le mur. « Il te diffame en ligne », a-t-il dit en brandissant son téléphone. « Je sais. » Il s'est assis à côté de moi. « Tu vas te défendre. » J'ai secoué la tête. Inutile. Ils ont déjà décidé qui je suis. Il m'a longuement observé. Et maintenant? J'ai regardé par la fenêtre le ciel plat de l'Ohio. Je pars. Il n'a pas protesté. Il a simplement hoché la tête. Où ça? Chattanooga, ai-je dit. J'y suis allé une fois pour le travail. Les montagnes, la rivière. Cela me semblait possible. Il a souri. Un sourire discret, mais bien réel. Tu es plus forte qu'il ne le pense. Brooke, je ne me sentais pas forte. Pas encore. Mais je ressentais autre chose. Un espace. Un vide silencieux là où résonnait leur voix. Ce soir-là, j'ai commencé à faire mes valises. Une valise pour mes vêtements. Une autre pour mon ordinateur portable, mes disques durs, les dossiers de mes clients. Mon activité de marketing freelance n'était pas énorme. Juste une poignée de clients réguliers, mais c'était la mienne. Je l'avais construite en marge de tout le reste. J'ai aussi passé un dernier coup de fil à la banque. Des années plus tôt, j'avais investi 5 000 $ dans le marché de Roberts pour le maintenir à flot après son redressement spectaculaire. Mon nom figurait encore sur les documents d'investissement. J'ai retiré tout l'argent. Sans prévenir, sans explication. Ils avaient fait leur choix en me demandant de disparaître. Maintenant, les failles que j'avais passé des années à colmater allaient enfin apparaître.
Je n'éprouvais pas de triomphe. J'éprouvais du soulagement. Le poids que j'avais porté si longtemps, leurs attentes, leurs déceptions, leurs besoins, n'était plus le mien. Et demain, je m'éloignerai définitivement. Les jours qui ont suivi mon départ furent étrangement calmes, comme l'instant qui suit la tempête, quand le vent tombe et que tout redevient silencieux et remis en ordre. Je ne suis pas retournée à la maison. Je n'ai pas répondu aux appels incessants, chacun plus virulent que le précédent. Au lieu de cela, je suis restée assise dans mon appartement, laissant le silence m'envahir. Pendant des années, j'avais comblé chaque espace vide avec leurs besoins. Les livres de la librairie, les préparatifs du mariage de Caleb, les espoirs silencieux de ma mère. À présent, ce silence était mien, et il était à la fois terrifiant et sacré. Je repassais sans cesse en revue ce dîner. Pas les mots exactement, mais l'impression qu'ils avaient laissée. Le regard vide de ma mère lorsqu'elle m'avait dit de disparaître. Le fait que mon père n'ait même pas levé les yeux de son assiette. Le sourire narquois de Caleb, comme s'il avait enfin obtenu ce qu'il attendait depuis si longtemps. J'avais passé tellement de temps à me convaincre que leur indifférence était de ma faute. Si j'étais meilleure, plus intelligente, plus discrète, plus accomplie, ils m'aimeraient comme ils l'aimaient. Je portais cette croyance comme une pierre dans ma poitrine, lourde et familière. Chaque fois que j'avalais ma peine, chaque fois que je souriais pour faire comme si de rien n'était, je polissais cette pierre, la rendant plus brillante, me persuadant que c'était la preuve de mon dévouement. Mais assise seule dans la douce lumière de l'après-midi, fixant ma valise à moitié faite posée à même le sol, j'ai enfin compris. C'était un mensonge que je m'étais raconté pour leur survivre. Ils ne m'avaient pas ignoré. Ils m'avaient vu et avaient décidé que je ne valais pas la peine qu'on s'en préoccupe. Cette prise de conscience n'a pas été brutale, ni accompagnée d'une crise de nerfs. Elle s'est faite par petites vagues, insidieuses. Mes mains ont cessé de trembler à l'idée des salles de réception vides. Ma respiration s'est apaisée lorsque j'ai effacé leurs messages vocaux sans les écouter. Je pouvais enfin me regarder dans le miroir de la salle de bain sans détourner le regard. Quelques soirs plus tard, Ryan est passé avec des restes de notre resto préféré, celui où on allait après nos longues sessions de révision à la fac. On a mangé sur le canapé, les boîtes en carton en équilibre sur les genoux, la télé allumée en fond sonore. Il ne m'a pas forcé à en parler tout de suite. Il est resté là, à me laisser tranquille. Au bout d'un moment, il a murmuré « Tu ne vas pas y retourner, n'est-ce pas ?» J'ai secoué la tête. Non, tant mieux. Il posa sa fourchette parce que tu te tues à la tâche pour des gens qui ne remarqueraient même pas si tu arrêtais de respirer. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu l'inquiétude qu'il portait en lui depuis des années. La façon dont il avait toujours été celui qui prenait de mes nouvelles, qui m'écoutait, qui me rappelait que j'existais en dehors de leur histoire. Je me suis dit que si seulement j'en faisais assez. Ma voix s'est brisée pour la première fois depuis le dîner. Je pensais qu'il prononcerait enfin mon nom comme s'il avait de l'importance. Ryan a tendu la main et m'a serré la main une fois fermement. Ils ne le feront jamais, et c'est leur problème, pas le tien. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Je le sais maintenant. Nous n'avons pas beaucoup parlé après cela. Nous sommes simplement restés assis dans la même pièce, comme le font les amis quand les mots manquent, mais que la présence est encore nécessaire. Quand il est parti, il m'a serré dans ses bras plus longtemps que d'habitude et a dit contre mes cheveux « Tu ne disparais pas, Brooke. Tu vas juste là où les gens te verront vraiment. » Après son départ, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché des appartements à Chattanooga, des petits 2 pièces en centre-ville, près de la rivière, avec vue sur Lookout Mountain. J'en ai mis quelques-uns de côté, j'ai envoyé des messages à des agents immobiliers, je me suis renseigné sur les locations de courte durée. Chaque clic me donnait l'impression de poser une brique dans un nouveau mur, un mur que je construisais pour moi, et non celui de quelqu'un d'autre. J'ai aussi repensé au magasin, Roberts Market, l'endroit où j'avais fait des économies, l'endroit pour lequel j'avais tant souffert. J'y avais laissé mes $5000 d'investissement parce que c'était comme un héritage familial. Mais un héritage, ça ne se doit pas. Ça se gagne. Et ils ne gagneront jamais le mien. Alors, le lendemain matin, j'ai appelé la banque. La femme au bout du fil était aimable et efficace. Elle a confirmé les conditions de retrait, a traité les documents. Sans complications, juste une séparation nette. Une fois terminé, j'ai ressenti une étrange légèreté dans la poitrine, comme si j'avais enfin expiré après des années d'apnée. Je n'étais plus en colère. Plus vraiment. La colère m'avait consumé la nuit de mon départ.
Il ne me restait plus que la lucidité, une réflexion sereine, la certitude de mériter plus que des miettes d'approbation, que ma valeur ne se mesurait pas à la façon dont je portais leur fardeau. J'ai fini de faire mes cartons cette semaine-là. J'ai vendu mon modeste portefeuille client à une agence locale pour 25 000 $, de quoi couvrir le déménagement, le premier mois de loyer et me constituer une réserve le temps de me reconstruire. Je n'ai gardé que le travail que j'aimais, ces petits projets créatifs qui me permettaient de raconter des histoires qui comptaient vraiment. Lors de ma dernière soirée à Dayton, je suis allée seule au café. J'ai commandé un café noir et je me suis assise dans la même banquette que Ryan et moi avions l'habitude d'occuper. L'endroit était calme, à peine quelques travailleurs de nuit et un couple qui chuchotait dans un coin. J'ai regardé la vapeur s'échapper de ma tasse et j'ai pensé à la fille qui s'asseyait ici, espérant qu'un dernier sacrifice changerait tout. Elle n'était plus là. À sa place, il y avait quelqu'un de plus apaisé. Quelqu'un qui comprenait que l'amour ne se gagne pas en étant effacé. Quelqu'un qui était prêt à cesser de passer des auditions pour un rôle qui ne serait jamais écrit pour elle. Le lendemain matin, j'ai fermé la porte de l'appartement à clé pour la dernière fois, chargé mes valises dans la voiture et pris la route vers le sud. Les champs de l'Ohio ont laissé place à des collines, puis à de véritables montagnes. Et pour la première fois depuis des années, la route devant moi ne me donnait pas l'impression de fuir. J'avais plutôt l'impression de marcher vers quelque chose. Le trajet jusqu'à Chattanooga a duré 2 jours. Je ne me suis arrêtée que pour faire le plein, prendre des chambres dans des motels bon marché, et une fois dans un restaurant routier où la serveuse m'a appelée Anne et m'a resservi du café sans que je le demande. Chaque kilomètre m'éloignait un peu plus de Dayton, des plaines, de la maison qui, même dans mes souvenirs, sentait encore le café de ma mère. Je suis arrivée juste au moment où le soleil se couchait derrière Lookout Mountain, dorant le fleuve Tennessee. Mon nouvel appartement était au 3e étage, en centre-ville. Des fenêtres étroites, un parquet qui grinçait sous mes pas, un petit balcon donnant sur les lumières du pont. J'ai monté les valises seule, une marche après l'autre, et quand le dernier carton a touché le sol, je suis restée là, dans l'espace vide, à écouter le silence. Pas de messages vocaux en attente, pas de SMS exigeant des explications, personne ne s'attendait à ce que je répare quoi que ce soit. Pour la première fois, le silence n'était pas une punition, mais une permission. J'ai passé la première semaine à déballer mes affaires tranquillement. Des plantes sur le rebord de la fenêtre, un tapis chiné au marché local, des livres que je n'avais jamais eu le temps de lire à Dayton. Assise à mon bureau dans le coin près de la fenêtre, mon ordinateur portable, mon carnet et les quelques dossiers clients que j'avais conservés étaient là. J'ai contacté les petites entreprises que j'avais repérées en ligne. Un torréfacteur, une librairie, une galerie d'art nichée dans le sud de la ville. Des propositions simples et sincères. Je crée des campagnes authentiques et humaines. Parlons-en. 2 m'ont répondu en quelques jours. L'une d'elles m'a engagé la semaine suivante. Il s'agissait de petits posts sur les réseaux sociaux, de newsletters par email, d'une refonte de logo, mais c'était mon projet. Personne ne me surveillait de près. Personne ne l'a délégué à quelqu'un d'autre dès que ça a commencé à marcher. Puis Marlène m'a contacté. Un matin pluvieux, je suis entrée par hasard dans sa boulangerie de Market Street, attirée par l'odeur de cannelle et de beurre qui s'échappait de la porte ouverte. L'endroit était chaleureux, des tables en bois parsemées d'habitués, et un voile de fleurs flottait dans l'air comme une douce neige. Elle était derrière le comptoir, son tablier noué haut, ses cheveux gris méchés tirés en arrière, riant d'une remarque d'un client. « Vous avez l'air nouvelle », dit-elle lorsque je me suis approchée pour prendre un scone. Sans question, juste une observation. C'est vrai. Je lui ai dit que je venais d'emménager de l'Ohio. Elle a fait glisser le scone sur le comptoir sans me faire payer. Bienvenue. Asseyez-vous si vous voulez. Il y a de la place. Je me suis assise et nous avons discuté. Pas des raisons de mon départ, mais de l'avenir. Elle m'a raconté qu'elle avait ouvert la boulangerie après son divorce, 15 ans plus tôt. Reconstruite à partir de rien, dit-elle en s'essuyant les mains avec un torchon. Finalement, le plus dur, ce n'est pas de commencer. C'est de croire qu'on a le droit de garder ce qu'on a construit. Ces mots résonnaient doucement, comme s'ils m'attendaient. Au cours des mois suivants, Marlène devint mon point d'ancrage. Le café du matin. Un muffin glissé dans mon sac dès que j'avais l'air fatigué. Des présentations à des commerçants en quête d'aide en marketing. Elle ne cherchait jamais à connaître toute l'histoire de Dayton, mais elle écoutait attentivement quand des bribes de confidences s'échappaient, me faisant comprendre que j'en portais trop longtemps. Un après-midi, elle s'appuya sur le comptoir et me demanda
Tu ne t'en occupes plus, n'est-ce pas? Je secouai la tête. Non, je reste. Elle sourit, un petit sourire entendu. Tant mieux. Cet endroit a besoin de quelqu'un qui sache construire quelque chose de solide. Pendant ce temps, Echo, de l'Ohio, me donnait des nouvelles au compte-gouttes. Ryan me tenait au courant, sans jamais insister, simplement avec honnêteté. Le magasin, Roberts Market, ne survécut pas longtemps sans moi. Les fournisseurs se retirèrent face au retard de paiement. Les rayons se vidèrent. Les clients se tournèrent vers les grandes chaînes. Caleb, à qui on avait remis les rênes comme une couronne, ne parvint pas à le maintenir à flot. Ma mère essaya de prendre le relais, mais la logistique, qu'elle n'avait jamais maîtrisée, la submergea. Mon père s'est replié sur lui-même, blâmant tout le monde sauf lui-même. La faillite est arrivée sans bruit. Les portes se sont verrouillées, l'enseigne a été retirée. Les fiançailles de Caleb avec Madison ont volé en éclats sous la pression. Il a trouvé un emploi dans une quincaillerie. Les gens chuchotaient lorsqu'il encaissait. Mes parents ont vendu la maison. Ils ont déménagé dans un petit appartement en périphérie de la ville. Les voisins qui autrefois nous saluaient détournaient désormais le regard. Ryan m'a envoyé un texto. Il s'effondre sans toi. Je l'ai lu et j'ai ressenti une brève pointe de tristesse. Pas vraiment de la culpabilité, mais le souvenir d'une loyauté passée. Puis j'ai raccroché, et je suis retourné travailler. Leur effondrement n'était plus mon fardeau. C'était la fin naturelle d'une histoire dans laquelle je n'avais jamais vraiment joué un rôle. Puis la lettre est arrivée, une fine enveloppe, l'écriture tremblante de ma mère sur le devant. À l'intérieur, des pages de culpabilité et de supplication. Elle y évoquait un diagnostic récent, quelque chose de grave, sans toutefois le nommer. Elle disait qu'ils avaient besoin d'aide pour se reconstruire, que la famille reste unie, que j'étais la seule à pouvoir arranger les choses. Je l'ai lu 2 fois sur le balcon. La rivière coulait lentement en contrebas. Mes mains ne tremblaient plus. Ma poitrine ne se serrait plus comme avant. Je repensais aux paroles de Marlène. On ne change pas du jour au lendemain. Je repensais aussi à celle de Ryan. Ne te laisse pas avoir. J'écrivis une seule réponse. Courte. Définitive. Je vous souhaite le meilleur, mais je ne reviendrai pas. Je la postai le lendemain matin, bloquai leur numéro, supprimai les anciens courriels. Quand je l'annonçai à Marlène, elle me servit un café et me dit simplement « Tu as choisi de te choisir. » C'est la chose la plus courageuse que la plupart des gens ne font jamais. Elle avait raison. Le revirement ne fut pas bruyant. Pas de scène au tribunal. Pas de confrontation dramatique. Juste le fait discret de m'éloigner et de ne plus jamais revenir. Je n'avais pas besoin de leurs excuses. Je n'avais pas besoin qu'ils me voient. Je me voyais telle que j'étais, et cela me suffisait. Des mois ont passé depuis que j'ai posté cette dernière lettre. L'enveloppe à l'écriture tremblante de ma mère a disparu depuis longtemps. Rangée dans un tiroir, je ne l'ouvre plus. Chattanooga est devenu bien plus qu'un simple lieu où j'ai déménagé. C'est devenu le rythme de mes journées. Presque tous les matins, je me réveille au son de la rivière qui coule sous le pont et au léger cliquetis des livraisons matinales sur Market Street. Je marche quelques rues jusqu'à la boulangerie de Marlène, où la porte teinte et l'odeur du pain frais m'accueillent avant même qu'elle n'arrive. Elle a toujours mon café prêt, noir, sans sucre, et une petite assiette avec ce qu'elle teste ce jour-là. Un scone citron-myrtille, une torsade à la cannelle encore tiède du four. On parle de choses et d'autres. La nouvelle fresque qui orne le centre-ville. Les touristes qui se pressent à l'aquarium le week-end. La façon dont la lumière caresse Lookout Mountain à l'aube. Elle n'a jamais rien exigé, mais elle écoute d'une manière qui vous fait vous sentir entendu sans que vous ayez besoin de tout expliquer. « Tu t'installes bien », m'a-t-elle dit un matin en faisant glisser un muffin sur le comptoir. « Je le vois à tes épaules. » J'ai ri doucement. Elle ne porte plus autant de poids. Elle a hoché la tête. C'est ce qui arrive quand on cesse de dépendre de la gravité des autres. Le travail en freelance s'est développé régulièrement. J'ai maintenant 5 clients réguliers, une brasserie qui avait besoin d'un nouveau look, une librairie qui lance sa boutique en ligne, une galerie d'art qui organise des expositions mensuelles, un café avec une clientèle fidèle le matin, et un petit magasin d'équipements de randonnée qui vend des sacs et des chaussures de fabrication locale. Chaque projet est une bouffée d'air frais. J'écris des textes qui ont du sens.
Je crée des visuels qui racontent des histoires authentiques. Je vois les chiffres grimper car les gens sont sensibles à ce qui leur paraît vrai. Mes revenus ne sont pas mirobolants, mais ils suffisent. Loyer payé à temps. Courses sans compter chaque centime. Un billet de concert de temps en temps, une nouvelle paire de chaussures de randonnée. J'ai recommencé à peindre. D'abord à l'aquarelle sur du papier bon marché, puis sur du papier de meilleure qualité quand j'ai pu me le permettre. Principalement des paysages. Les crêtes au coucher du soleil. La rivière qui serpente à travers la ville. La brume qui s'installe au fond des vallées après la pluie. Rien que je compte vendre. Juste la preuve que je suis encore capable de créer de la beauté sans l'autorisation de personne. Je fais de la randonnée presque tous les week-ends maintenant. Les sentiers de Lookout Mountain, Point Park, les chemins tranquilles où les seuls bruits sont le vent dans les arbres et ma respiration régulière. Là-haut, la ville s'étend à mes pieds comme une carte que je n'ai plus besoin de déchiffrer. Je sens les derniers vestiges de mon ancien fardeau s'évaporer. Je ne fuis rien. J'arrive, tout simplement. Ryan appelle encore toutes les 2 semaines. Sa voix crépite au téléphone, chaleureuse et familière. Il me parle de Dayton. Les mêmes rues, le même restaurant, la même banquette de café qu'on avait l'habitude d'occuper. Il ne parle pas de ma famille à moins que je ne pose la question. Et je le fais rarement. Ils sont toujours là, a-t-il dit un jour. Plus petit, comme si l'air s'était évacué. Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit, ce n'est plus mon histoire. Il a ri doucement. Merde. C'est vrai. Je ne me demande pas ce qui aurait pu se passer si j'étais restée. Je ne repasse pas en boucle la scène du dîner. La douleur est toujours là. Une légère cicatrice, sensible à la pression, mais elle ne rythme plus mes journées. Ce qui les définit désormais, c'est le choix. Le choix de me réveiller sans appréhension. De construire sans m'excuser, d'accueillir la bienveillance de ceux qui me l'offrent généreusement. Les scones offerts par Marlène. Les visites de suivi de Ryan. Le respect discret des clients qui me remercient sincèrement. Parfois, au crépuscule, je m'assieds sur mon balcon, une tasse de thé à la main, et je regarde les lumières s'allumer de l'autre côté de la rivière. Les montagnes se dressent, sombres et massives, sur le ciel. Je repense à la jeune fille qui croyait autrefois devoir disparaître pour être aimée. Je repense à la façon dont elle a finalement compris que l'amour n'exige pas de s'effacer. Il exige d'être présent. De moi. Je suis pleinement là. Et pour la première fois, cela me suffit. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que davantage d'histoires comme celle-ci puissent atteindre les personnes qui en ont le plus besoin.